to the rebellion. Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références d'Andor. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà vu les épisodes 1, 2 et 3 de la saison 2. Et effectivement, cette semaine, ce n'est pas un, mais bien 3 épisodes d'Andor saison 2 qui sont sortis sur Disney+, et le rythme de diffusion sera similaire sur les prochaines semaines, soit un arc hebdomadaire. Cependant, contrairement à d'habitude, je vais analyser ces épisodes directement par arc dans ces vidéos références, par personnage ou groupe de personnages, du moins pour ce premier arc, c'est ce qui semble le plus simple au lieu de faire épisode par épisode. Ceci étant dit, nous commençons notre histoire en 4 BBY, ce qui signifie 4 Before Battle of Yavin, donc 4 ans avant la bataille de Yavin. Il s'agit de la datation principale utilisée pour le public et qui correspond à l'épisode 4 et au début de Star Wars. Nous sommes donc un an après la fin de la saison 1 et la révolte sur Ferrix, et chaque arc de la saison 2 représentera quelques jours d'une année, saison qui mènera donc à Rogue One puis un nouvel espoir. Nous commençons donc sur une base impériale, le centre de test 73 de Sienar. Sienar signifie ici les SFS, les systèmes de flotte Sienar, l'un des principaux fabricants de vaisseaux, d'armes et de propulseurs de la galaxie, surtout connu pour ses chasseurs-tailles sous le règne de l'Empire Galactique, mais qui a aussi armé la République Galactique durant la guerre des clones. Après la chute de l'Empire, la société s'est réorganisée sous le nom de Système de flotte Sienar Gemus, afin d'éviter les restrictions sur la vente d'armes au premier ordre, et a donc participé à l'armement de ce groupe dissident. Le logo présent sur la tenue de travail de Nia est d'ailleurs bien celui de Sienar. Et dans ce centre de test 73, un nouveau prototype de chasseur-taille est confectionné, appelé le TIE Avenger d'après StarWars.com. Il s'agit d'une référence à l'univers légende où le TIE Avenger est le surnom du chasseur-taille AD, une variante de taille dérivée du TIE avancé X1, le modèle que pilote Dark Vador durant la bataille de Yavin. L'Avenger Légende apparaît notamment dans les jeux vidéo TIE Fighter, X-Wing Alliance et X-Wing vs TIE Fighter. Ce nouveau chasseur impérial est surboosté avec un canon laser uniquement sur son aile droite, des roquettes à l'intérieur des ailes et un espèce de canon assez puissant sous le cockpit. Dans ce complexe impérial, nous retrouvons notre héros, Cassian Andor, infiltré en tant que pilote de test dans une nouvelle armure de soldat impérial, et il est aidé par Nia, une technicienne visiblement originaire de cette planète d'après ce qu'elle dit. Elle donne également à Cassian un mot de passe pour son évasion, Kafren. Une référence à l'anneau de Kafren, le lieu où nous découvrons pour la première fois Cassian Andor dans Rogue One Star Wars Story. Il est d'ailleurs très probable que la saison 2 se termine sur cette mission de Cassian, où il apprend l'existence d'une arme de destruction massive impériale. A noter que Kafren avait déjà été mentionné à plusieurs reprises dans la saison 1, lorsque le BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, tentait de faire tomber l'Axe, le nom de code de Lucen Rael. En tentant tant bien que mal de s'échapper du complexe impérial avec le TIE Avenger, Cassian fait face à un soldat impérial particulier assez peu vu, un Range Trooper, une unité spécialisée pour les environnements froids et équipée de bottes magnétiques vues sur Vandor dans Solo Star Wars Story. Cassian parvient à se débarrasser assez facilement du Range Trooper, mais fait rapidement face à une autre menace, 2 chasseurs-taille d'un modèle très particulier également. Ce sont des tailles avancées V1, un autre prototype de taille lié au X1. Ils viennent de la série animée Rebels où ils sont utilisés par les Inquisiteurs, ces anciens Jedi devenus chasseurs de Jedi sous l'Empire Galactique, mais nous savions déjà qu'ils ne leur étaient pas exclusifs. Andor parvient évidemment à s'échapper de la base impériale et va se poser sur une planète forestière pour retrouver un certain Porco, un contact de la rébellion lié à la cellule de Lucen Rael. En descendant du taille, Cassian est alors armé d'un pistolet blaster à répétition SE-14R, une variante du pistolet blaster SE-14C d'un Nouvel Espoir. Mais ce que retrouve Cassian est un groupe de rebelles désorganisés qui a pris possession de son ancien vaisseau écrasé. En effet, la carcasse qui se trouve au fond de la forêt est le Breon Oi 39, le vaisseau avec des réacteurs de Y-Wing qui avait pris Cassian pour se rendre sur Malanawan dans le premier épisode, et avec lequel Jay-Z, Big Scaline, Bitwimo, Brasso et Wilmon Pack se sont enfuis de Ferrix en fin de saison 1. Ce groupe de rebelles prend Cassian pour un impérial et un des blasters braqués sur lui semble être un pistolet blaster Blurg 1120, le même modèle que celui utilisé par la rebelle Twi'lek et Hera Syndulla. Ce blaster a d'ailleurs été nommé en référence au Blurg des montures utilisées sur Ryloth, la planète des Twi'lek. Cassian Andor finit par comprendre que ces rebelles font partie d'une cellule dirigée par Maya Pey, un nom déjà évoqué dans la saison 1. En effet, Maya Pey dirige un collectif néo-républicain en lien avec Lucen Rael, mais désapprouvé par Saw Gerrera et son groupe de partisans.
Think of Spellhouse in flames. Neither of you could do it on your own, but together... Krieger's a separatist. Maipei's a neo-republican. The Gorman Front. The Partisan Alliance. Sectorists. Human cultists. Galaxy petitionists. They're lost. All of them, lost. Après que Bix Kalin ait été interrogé par Dedra Meero, le BSI a pu identifier sur Ferrix du matériel associé à Mayapei. Kalin gave us a list of every piece of gear that came through Ferrix, and we think we've already got a match to a targeting unit recovered from a safe house operated by a rebel cell associated with Mayapei. Cependant, le sort de Mayapei sur cette planète forestière est inconnu et les rebelles commencent à s'entre-déchirer jusqu'à former deux groupes qui s'entretuent. Celui qui a récupéré Cassian s'est réfugié dans son ancien vaisseau et compte ses rations. Sur les étiquettes de ces rations, on peut lire quelques mots en eurobèche, comme ici Tov ou là Beans, qui signifie haricot ou fève en anglais. Mais alors que les rebelles trouvent un terrain d'entente, Cassian s'échappe par lui-même en récupérant son pistolet blaster Braillard MW20 qu'il utilisait déjà dans la première saison, une arme inspirée du pistolet Braillard de l'univers légende, l'arme du rebelle Kyle Katarn dans les jeux vidéo Dark Forces et Jedi Knight. Enfin, Andor parvient à rejoindre le TIE Avenger et à décoller, révélant alors aux spectateurs sur quelle lune nous nous trouvions depuis le début, Yavin 4, la célèbre base des rebelles d'un nouvel espoir qui manque d'être détruite par l'étoile de la mort, revenue dans Rogue One mais aussi dans Rebels. Le lieu est reconnaissable par ses temples Massassi construits il y a 5000 ans par les guerriers Massassi sous le règne du seigneur Sith Nagasado. Toute cette histoire est bien décrite dans l'univers légende via les comics La Légende des Jedi, mais dans le canon, seulement des événements généraux sont connus et aucun visuel n'existe encore, que ce soit pour les Massassi ou même Nagasado. Cassian part donc de Yavin 4 en passant en hyperespace. Le TIE Avenger est donc un TIE avec un hyperdrive comme dans le Légende, mais chose assez rare parmi les TIE impériaux. À cette époque, seuls quelques modèles en possédaient, comme les TIE avancés V1 et X1, ou encore le Défenseur TIE. Cassian part alors rejoindre le groupe de Ferrix, l'occasion de revenir au premier épisode de leur côté. La scène d'ouverture de cet arc se fait via un cauchemar de Bix Kalin, encore traumatisé du Dr Gorst, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, qui ressemble beaucoup à Ghost, soit fantôme en anglais. D'ailleurs, la révélation du personnage se fait par un miroir, élément sur lequel je reviendrai plus tard. Et nous découvrons donc que ce groupe venu de Ferrix est réfugié sur une toute nouvelle planète, Minaro, pas si éloignée de Ferrix en fin de compte puisqu'il s'agit d'une planète d'ouvriers qui fonctionne avec une communauté soudée sous le régime impérial. Cependant, nous trouvons donc Bix Kalin, la copine de Cassian, Brasso, son meilleur ami qui s'est trouvé une femme du nom de Talia, Bituimo, le druide de Maarva, la mère de Cassian, ainsi que Wilmon Pike, dont le père avait été pendu après avoir été interrogé sur Ferrix. Mais il manque un personnage, Jezzy, qui pilotait le vaisseau qui a quitté Ferrix en fin de saison 1. Mais comme sur Ferrix, l'Empire finit par s'intéresser d'un peu trop près à Minaro en envoyant un croiseur de classe Gozanti d'un nouveau modèle. En effet, le Gozanti est un vaisseau assez répandu dans la galaxie, utilisé par la Pègre et l'Alliance séparatiste, mais rapidement repris par l'Empire galactique pour déployer ses troupes avec, par exemple, le croiseur impérial de classe Gozanti de Rebels et le transport d'assaut de classe Gozanti de The Mandalorian. Mais Rebels présente aussi une variante particulière, le vaisseau de surveillance IGV-55 avec des antennes sur la partie supérieure. Le Gozanti qui arrive dans l'atmosphère de Minaro ressemble à l'IGV-55, mais avec quelques différences, il s'agit probablement d'un autre modèle. Plus tard, lorsque Wilmon Pike tente de contacter Cassian, on peut remarquer sur le mur un dessin de Marva Andor, la mère de Cassian décédée en fin de saison 1. La présence impériale se fait alors de plus en plus ressentir avec notamment un contrôle dans la boutique de Kellen, un ami rebelle du groupe de Ferrix. Un officier impérial, le sergent Stang, demande s'ils auraient des boissons fraîches et des pizzo, une substance mentionnée dans la saison 1 par Windy sur Niamos, une femme avec laquelle Cassian Andor a couché après le casse d'Aldani. I need pizzos. Don't forget the pizzos. We out of pizzas? Pizzos and Revnock. Le passage sur Minaro dans l'épisode 3 s'ouvre sur une fête des villageois à l'occasion de la saison des récoltes. On peut voir un gros plan sur un nouveau modèle de droïde qui semble être un dérivé des unités BD et des droïdes BDX. Kellen vient alors prévenir Brasso que les impériaux arrivent rapidement dans le secteur, et justement à la fin de leur discussion, la caméra se tourne vers Bix avec derrière elle une enfant qui joue avec un mannequin de TSTT, mettant en avant sur le même plan sa peur de l'Empire et la façon dont elle a été manipulée par le Dr Gorst.
Autre symbole de la présence impériale est ce faucheur taille qui passe au-dessus de nos protagonistes, un modèle servant de transport, notamment pour des Death Troopers dans Rogue One lors de la bataille de Scarif, ou encore pour l'inquisitrice la 9ème sœur dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Biggs tente alors de contacter Cassian qui lui répond avec le mot de passe Pierre et Ciel, la phrase qui était répétée en boucle pour l'enterrement de Marvin en fin de saison 1. En effet, lorsque les habitants de Ferrix meurent, ils sont incinérés et leurs cendres sont mélangées pour former des briques, et les défunts font ainsi partie intégrante de la ville pour les générations futures, d'où le mantra Pierre et Ciel. Et enfin, concernant l'arc sur Minaro, la scène la plus importante est la tentative de viol du lieutenant Kroll contre Bix Kalin. En dehors de la violence de la scène, la mise en scène est vraiment travaillée avec ce miroir brisé, miroir introduit en début d'arc comme le reflet du traumatisme du Dr Gorst, qu'il a aussi techniquement violé en saison 1, mais psychologiquement. Et d'ailleurs, lorsque le souvenir de Gorst intervient au début de l'arc, Bix se trouve littéralement dans un lit. Mais à la fin de l'arc, Bix décide de combattre ce traumatisme en attaquant son violeur et en brisant le miroir. La boucle est bouclée. Et je profite pour faire un petit rappel, il existe en France un numéro d'urgence, le 3919, destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Cet arc sur Minaro est aussi lié à un nouveau sur Chandrila, où l'on suit à la fois Mon Mothma et sa famille, mais aussi Lucen Rael et Kleya Marki, qui savent où se trouvent les réfugiés de Ferrix et ont envoyé Cassian Andor en mission pour voler le TIE Avenger. Chandrila est donc la planète que représente Mon Mothma au Sénat impérial. Peu de visuels de Chandrila existent dans l'univers canon pour une planète qui pourtant a une importance capitale dans l'histoire galactique. En effet, Mon Mothma est la leader principale de l'Alliance rebelle et est devenue la première chancelière de la Nouvelle République. Ainsi, afin de se détacher des symboles impériaux, ce n'est pas Coruscant qui a été conservé comme capitale galactique, mais le choix a été fait de faire une rotation du capital basée sur des élections. Chandrila est donc devenue la première capitale de la Nouvelle République, mais lors de sa destruction dans le réveil de la Force, c'est une autre planète, Ostian Prime. On y découvre donc le domaine Mothma où se déroulent les fiançailles de Lida Mothma, la fille de Mon et Perrin Fersa, et de Stekan Skulden, fils de Davo et Runai Skulden. La mise en scène propose ici dès le début quelque chose d'intéressant avec un plan séquence centré sur Mon Mothma, et dès que la scène en a fini avec le personnage, le plan séquence se coupe. La scène commence d'ailleurs très illuminée avec des personnages souriants, mais dès que Mon aperçoit Lucen au loin, son visage se ferme et elle passe sous une arche qui assombrit l'image. Mais avant ça, un homme originaire de Naboo vient s'adresser à Mon Mothma pour lui parler d'un problème de parking avec un certain gouverneur Clavin. Cet homme n'est autre que Erskine Semaj, l'aide de Mon d'un Rebels, qui était à ses côtés pour le premier rassemblement de l'Alliance pour la restauration de la République. Au début des célébrations du mariage, Lucen Rael discute avec un officier de la marine impériale qui était posté sur Steergard mais a été transféré. La réaction de Lucen est très marrante à voir avec les connaissances que l'on a, car il est clairement en train de collecter des nouvelles informations pour la rébellion. De plus, Steergard était un lieu important de la première saison sans qu'on la voie à un seul moment. En effet, c'était sur Steergard que Cassian Andor avait volé hors champ un module NS9 Starpass qu'il a tenté de vendre à Lucen pour pouvoir quitter Ferrix avec sa mère. Mais c'est grâce à ce vol audacieux que Lucen l'a remarqué et l'a engagé pour le coup d'Aldani. Et c'est aussi grâce au Starpass laissé sur Ferrix que Dedramiro a réussi à remonter la piste jusqu'à Cassian Andor et à l'Axe. Plus tard, Vel Sarsa, une des agentes au service de Lucen Rael, retrouve Kleya Marki, les deux un verre de Squig Chandrilan à la main, une boisson de la première saison dans laquelle une anguille Chandrilan est dissoute. D'ailleurs, un article de Stars.com est sorti à l'époque pour proposer de faire son propre Squig Chandrilan, en mélangeant du jus de mangue, du soda au citron et de la glace, les Squig étant fabriqués avec de la poudre de gélatine de framboise, de la crème fouettée épaisse et des pailles en plastique flexibles. D'ailleurs, dans l'épisode de la saison 1 qui présente les Squig Chandrilan, Mon Mothma dit Sagrona à son mari, dans un sens qui pourrait se traduire par santé pour nous. Sagrona. What are we toasting? Mais Sagrona semble être une forme de politesse générale dans la tradition Chandrilan, puisqu'elle est au cœur de l'épisode 2, qui s'appelle littéralement Sagrona Tima. D'autres formes sont présentes dans l'épisode comme Sagrona Tima Solom et Solom Senia. Ces mots ne sont pas explicitement traduits, parce que souvent mélangés dans des phrases en basique, la langue commune de la galaxie, soit l'anglais pour nous, alors que toute la cérémonie finale du mariage est entièrement en Chandrilan traduit.
Et je vais encore un peu m'attarder sur la mise en scène qui a toujours été particulièrement travaillée autour du duo Mon Mothma Tay Colma. En effet, dans l'ambassade Chandrilan de Coruscant dans la saison 1, il y avait des panneaux en forme de toile d'araignée qui étaient souvent utilisés dans la mise en scène lorsque Mon parlait discrètement avec Tay, lorsqu'elle l'emmenait dans son propre filet. Maintenant, dans ce premier arc, Mon Mothma se fait avoir à son propre piège avec un Tay Colma au bord du craquage, mais la métaphore de la toile est toujours présente, avec ces mêmes panneaux près de Vel et Kleya juste avant la scène de Tay, ou ce plan où la caméra est cachée en train d'espionner les personnages. Lucen Rael est présent lors de ce mariage, non pas grâce à Mon Mothma, mais via le futur beau-père de sa fille, Davos Golden, qui a voulu offrir une pièce d'exception au nouveau couple. Il s'agit d'une statue appelée Chandi Merle, qui se trouvait à l'origine dans un temple d'une grande importance pour la culture Chandrilan, avec un ensemble de 12 statues. Mais environ 25 000 ans avant l'ère impériale, les Chandi Merle ont été volés par les envahisseurs Rakatan. Les Rakatan ou Rakata, les deux noms existent, sont une espèce très importante de l'univers légende. En effet, plus de 36 000 ans avant les films, l'espèce sensible à la force des Kwa est arrivée sur Léon, la bête d'origine des Rakata, grâce à leur technologie de porte de l'infini qui permettait aux Kwa de voyager instantanément à travers la galaxie. Comme il avait fait sur de nombreux mondes auparavant, les Kwa devinrent les bienfaiteurs des Rakata, leur enseignant ce qu'est la force et leur donnant des technologies de pointe. Cependant, les Rakata finirent par n'utiliser que le côté obscur de la force et commencèrent à conquérir d'autres mondes dans les régions inconnues. L'établissement de leur empire infini était centré sur leur monde natal de Léon, et ils utilisaient des hyperpropulseurs basés sur la force pour se rendre sur des mondes dotés d'une forte signature dans la force. L'empire infini régna alors pendant des millénaires avant de s'effondrer environ 25 000 ans avant la bataille de Yavin, datation qui correspond au vol des Chandi Merle. Dans l'univers canon, Léon, les Rakata et même l'Empire Infini existent, mais ne sont pas encore développés. De plus, un prochain film Star Wars réalisé par James Mangold se déroulera à cette époque et était annoncé comme traitant de l'époque de l'aube des Jedi, époque qui développe l'histoire des Rakata et de leur empire infini dans les comics légendes. Et ce n'est d'ailleurs pas la première mention des Rakata dans Andor, puisque le cristal Kyber bleu que confie Lucen à Cassian sur Aldhani est un sceau Kuati en mémoire de la révolte contre les envahisseurs Rakata. It's a Kuati signet. Blue Kyber, Skystone, the ancient world. Celebrates the uprising against the Rakatan invaders. Pour conclure sur l'arc de Mon Mothma, la musique de fin, qui prend même le dessus sur l'arc de Minaro, n'est pas originale puisqu'on l'entend bien sur Niamos dans la première saison, mais c'est aussi la musique du bar sur Morlana One dans l'introduction de la série. Et enfin, il me reste une dernière partie à aborder autour de Coruscant, Dedra Meero et Syril Karn. Commençons cette partie dans un nouveau lieu, la faille de Malzin, où le directeur Krennic a réuni plusieurs hauts gradés de l'Empire Galactique en secret, dont Dedra Meero et le major Lio Partagaz. Orson Callan Krennic est un personnage de Rogue One et le directeur du département impérial de la recherche militaire, une division du BSI. La philosophie de Krennic pour que l'Empire règne en maître est la peur et souhaite développer une arme unique capable d'annihiler n'importe quoi, projet qui donnera naissance à l'étoile de la mort. Krennic partage ainsi une vision similaire à celle du gouverneur Tarkin, qu'il mentionne d'ailleurs dans son discours, mais son ego en a fait son rival et c'est bien Tarkin qui finira par tuer son adversaire en ordonnant de bombarder Scarif avec l'étoile de la mort, alors que Krennic s'y trouvait encore. Krennic a donc réuni ce conseil pour organiser une récolte de Kalkit, un minerai rare sur la planète Gorman, en évitant tout problème révolutionnaire et anti-impérial. Gorman est une planète très particulière car elle a déjà été citée à de nombreuses reprises. Dans l'univers légende et dans les premiers jours de l'Empire, un incident est survenu sur Gorman, où Tarkin a posé son vaisseau sur la foule, entraînant des morts et énormément de blessés. Un incident similaire existe sur Gorman dans le canon, le massacre de Gorman, notamment évoqué dans la série Rebels et qui a poussé Mon Mothma à quitter son poste de sénatrice impériale pour prendre la tête de la jeune Alliance pour la restauration de la République. Andor saison 2 devrait donc nous montrer ce fameux massacre de Gorman. Et une des économies actuelles de Gorman tourne autour d'araignées locales. Encore une fois, la métaphore de l'araignée et de sa toile promet d'être très importante pour la série, où littéralement une toile est en train d'être tissée au-dessus du sort de la planète et de ses habitants. De son côté, Syril Karn travaille toujours au bureau des normes, mais a monté en grade et joue désormais le rôle de celui qu'il avait introduit à ce milieu dans la première saison.
Cyril est désormais en couple avec Dedra Meero et ils vivent ensemble dans la partie haute de Coruscant. Dedra y écoute un opéra, un style déjà existant dans Star Wars, dans cette fameuse scène de la revanche des Sith où Chief Palpatine et Anakin Skywalker assistent à un opéra à Mon Calamari appelé Squid Lake. Et je ne vais pas rater une nouvelle occasion de vous faire écouter un peu d'opéra gamoréen présent dans un jeu de rôle et dont des fans ont imaginé ce à quoi il pourrait bien ressembler. Cyril invite sa mère Idi Karn chez lui pour qu'elle rencontre enfin Dedra autour d'un repas. Idi reste Idi et ne fait que reprendre son fils sur ses faiblesses, et parmi toutes ses exigences, elle demande du thé épicé, une boisson déjà mentionnée dans le roman Riposte mais qui date du Légende, comme dans le jeu vidéo Galaxies. Lorsqu'Idi Karn demande à Dedra Meero de parler de sa famille, elle déclare qu'elle a été élevée dans un Kinderblock impérial, un des complexes mis en place par le subadulte groupe de l'Empire pour élever une génération de loyalistes impériaux. Après la chute de l'Empire, les Kinderblocks sont devenus tristement célèbres, selon l'historien Beaumont Keen, comme il les a décrits dans son livre The Rise and Fall of the Galactic Empire. Le mot Kinderblock peut faire penser à une réalité historique. Il s'agit en fait du surnom du Bloc 66, un camp périphérique du camp de concentration nazi de Buchenwald en Allemagne, où étaient enfermés des enfants pour du travail forcé. L'idée a alors été reprise dans le livre The Rise and Fall of the Galactic Empire, sorti dans la réalité, mais qui existe aussi dans le lore, écrit par un historien après la bataille d'Exegol, où des orphelins sont élevés dans une école pour leur enseigner les valeurs pro-impériales, comme à Dedra Meero. Cependant, l'Empire dans cet arc d'Andorre n'existe que depuis 15 ans, et je ne pense pas que Dedra ait moins de 15 ans. Elle a donc probablement été élevée dans une école républicaine et non impériale, comme elle l'affirme. Et enfin, je vais conclure en restant sur Coruscant avec Kleya Marki, qui a réussi à quitter Chandrila pour revenir à la boutique de Lucen Rael et entrer en communication avec Cassian Andor. Et même si dans la saison 1, on avait vu divers objets qui avaient changé de place dans la boutique au fil de la saison, ici je n'ai pas l'impression que grand chose a bougé. On peut tout de même remarquer un clairon de Kashyyyk, un instrument de musique Wookiee créé pour la revanche des Sith mais qui n'apparaît pas dans le film, un Kalikori, un objet traditionnel et familial Twi'lek que l'on voit notamment dans Rebels, des tablettes représentant le monde entre les mondes, une dimension en dehors du temps et de l'espace vue dans Rebels et Ahsoka, un bouclier de combat de clan Clory, un bouclier Wookiee vu dans la revanche des Sith, un casque Wookiee également issu de l'épisode 3, une coiffe de Naboo que porte la sénatrice Padmé Amidala lors de son retour sur sa planète dans l'attaque des clones, un masque de respiration Antiox utilisé par l'espèce des Keldor pour respirer des atmosphères riches en oxygène, et une ancienne armure Sith dont le design du casque s'inspire de l'armure Sith de Starkiller dans un scénario alternatif du jeu vidéo légende Le Pouvoir de la Force. Même si cette armure n'est pas canon, même dans l'univers légende, elle apparaît quand même en vision à Galen Marek. Cet objet aussi, je me demande s'il ne s'agirait pas d'une référence à Indiana Jones et la dernière croisade et à son faux Graal. En effet, 2 références à cette saga avaient été faites dans cette pièce pour la saison 1 avec le fouet d'Indiana Jones dans la carbonite et les pierres de Sankara d'Indiana Jones et le Temple Maudit. Et le système de communication que Kleya Marki déploie rappelle beaucoup les standards téléphoniques utilisés au XXe siècle, clairement dans le thème quand on sait que Tony Gilroy a clairement dit que la série avait une grande inspiration de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la critique que nous avons faite en live et disponible en rediffusion sur la chaîne YouTube secondaire. Mais cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de vidéo critique sur la chaîne YouTube avec Tribune et Max Rebo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane des Étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.